des banques et de l'or. Évidemment. Donc, avant de commencer, on tenait à vous montrer un peu les performances de la VOD sur la chaîne YouTube. On n'est pas peu fiers. On n'est pas peu fiers. Je cherche notre chaîne. Voilà. On a officiellement... Ah, on a même récupéré un abonné sur YouTube. Entre-temps, depuis tout à l'heure. On a officiellement passé les 1000 vues de la chaîne. Comme vous pouvez voir, les stats ne font que monter de semaine en semaine. Et on tenait à vous remercier dans un premier temps de votre soutien. Merci. Pour un premier mois, c'est exceptionnel quand même. Et on a passé les 123 heures de visionnage. Donc voilà, ça c'était le petit point sur la chaîne YouTube et remerciements. À vous. Pour vos abonnements, le fait que vous ayez communiqué, que vous ayez partagé, ça a fait beaucoup. Ouais, on tenait à vous dire merci. Sincèrement, c'est très gentil de votre part. Voilà. Donc, le sujet du soir, le sujet est quoi ? Gobelin. Julien Lebleu, Gobelin 619. La ligne qu'on avait suivie, en fait, c'est que pendant justement les temps de crise, quand il y a des conflits, outre certaines valeurs qui flambent, il y a aussi les valeurs refuges. C'est-à-dire là où on va placer son argent, ses richesses, pour être sûr de ne pas être soumis aux aléas de la bourse et des envolées, des spéculations. Donc, tout naturellement, on a pensé à l'or, comme la valeur refuge, la préférée en temps de guerre. Ça a toujours été comme ça. Quand il y avait des problèmes, vite, ici de l'or, par lingots, par bijouterie, par pièces d'or. Et on a creusé le sujet et on n'est pas tombé sur des choses banales. Donc, on va faire d'abord, dans un premier lieu, un petit historique sur l'histoire de l'or. Qui est assez succinct, qui dure 3 minutes. C'est la Banque de France qui l'a publié. L'or. On voit que c'est pas le Centre national de la L'or est un métal précieux et recherché. Cet attrait s'explique par plusieurs facteurs. L'or est rare, l'offre d'or étant limitée. Et l'or a des propriétés physiques exceptionnelles. Il est inaltérable et est un bon conducteur électrique. Le prix de l'or, ou cours de l'or, est notamment déterminé par l'offre d'or. Celle-ci dépend de l'extraction minière, 3/4 de l'offre, et du recyclage, 1/4 de l'offre, via la fonte de vieux bijoux ou la récupération de composants dans les produits électroniques. Entre 2015 et 2020, l'extraction annuelle d'or était en moyenne de 3500 tonnes. Les principaux producteurs sont la Chine, l'Australie, la Russie, les États-Unis, le Canada et le Pérou. La demande d'or émane, elle, de la joaillerie, des investisseurs qui achètent de l'or pour diversifier leur épargne, de différents secteurs industriels, majoritairement le secteur électronique pour la fabrication de microprocesseurs, et des banques centrales. Le prix de l'or est donc aussi déterminé par la demande d'or qui a tendance à croître en période de crise. Au cours de l'histoire, l'or a eu un rôle monétaire important. Les premières pièces de monnaie en or sont créées au VIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Crésus. Dès le XVIe siècle, l'or sert de garantie aux billets de banque. C'est le système de l'étalon or. Chaque billet correspond à une quantité d'or et chaque individu possédant un billet peut l'échanger contre la quantité d'or correspondante. Ainsi, le taux de change entre deux monnaies est fixe et égal au rapport entre leurs poids d'or respectifs. Au début du XXe siècle, du fait des guerres et des crises économiques, ce système est abandonné. En outre, lier la création de monnaie aux capacités d'extraction d'or ne permet pas une grande expansion du crédit et peut constituer un frein à la croissance. En 1944, les accords de Bretton Woods instaurent un étalon change-or
basée sur le dollar. Le dollar est l'unique monnaie directement convertible en or. Mais l'émission excessive de monnaie aux États-Unis a rendu de moins en moins crédible le cours de change dollar-or. Aussi, en 1971, le président Richard Nixon abandonne la convertibilité du dollar en or. C'est la fin du rôle monétaire de l'or. Les grandes économies adoptent un régime de taux de change flottant, chaque monnaie s'appréciant ou se dépréciant en fonction de l'offre et de la demande. L'or est maintenant à la fois une matière première et un actif financier. Il joue un rôle de valeur refuge en période d'instabilité, mais son prix est soumis à de fortes fluctuations. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Donc, on voit qui te disent que maintenant l'or, initialement l'or avait pour valeur, Le taux de convertibilité voilà, direct. moins il y avait, comme elle était quantifiée, comme l'or était quantifié, on pouvait voir que elle avait un plafond, on pouvait pas dépasser une valeur. Enfin, si, elle pouvait toujours monter par sa rareté. Et c'était ça qui définissait la valeur du taux de l'or. C'était un aspect, une limite physique. On ne pouvait pas la dépasser parce que la quantité d'or, elle, qu'on extrait était rare, donc ça ne pouvait pas permettre une grande augmentation des richesses si on restait étalonné vis-à-vis de l'or. Donc, on est passé à autre chose comme convertibilité, le dollar américain. Et quand le dollar s'est détaché de l'or, l'or a perdu en fait cet aspect qu'il réglait l'identité de la richesse, le calcul de la richesse. Mais en réalité, on est reparti sur la même chose que les accords de Bretton Woods, en fait, qui avaient défini la valeur financière, enfin le marché financier qui devait diriger la valeur de l'or. Toutes les c'est ça dans cette vidéo qui est pas forcément totalement honnête. Enfin, ils le disent, mais ils te mettent Nixon abandonne et basta. Voilà. On se décharge de la valeur de l'or et l'or devient un actif comme un autre. C'est le dollar maintenant qui règle en fait la perception des monnaies entre elles. Alors, ici, on a un économiste suisse qui va nous expliquer justement un petit peu plus sur l'or et la manipulation de l'or justement par les États. Parce que physiquement, l'or est toujours extrait de façon plus ou moins pareille. On le terre, on le recycle, on peut pas en produire à l'infini de l'or. C'est pas comme le dollar qu'on pourrait imprimer à l'infini. C'est d'ailleurs un des problèmes de cas d'inflation. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'on a aussi traité. Allez voir notre vidéo sur l'inflation. Système d'émission de fausses monnaies, à quand remonte-t-il? Alors, ça remonte à très longtemps, dans le sens où les gens de pouvoir ont toujours cherché à manipuler la monnaie. Même à des temps plus reculés, quand il y avait des pièces d'or, les seigneurs, les gens de pouvoir ont toujours cherché à gratter, par exemple, des onces d'or pour essayer de entre guillemets berner les personnes qui allaient utiliser ces pièces. Donc il y a toujours eu des tentatives de manipulation de la monnaie. C'est pas d'aujourd'hui, mais dans la société moderne, je dirais que l'émission frauduleuse de monnaie a commencé vraiment avec la création de la Banque centrale américaine, donc la Fed, qui a initié en 1913. En 1913. Et j'explique dans mon livre brièvement, parce que un certain nombre d'auteurs ont expliqué en détail les conditions de la création de la Banque centrale américaine. C'est un pool de banquiers à l'époque, les Warburg, les Rockefeller, les Rothschild et d'autres familles financières très puissantes. Morgan. Voilà, JP Morgan, qui se sont rencontrés dans le plus grand secret dans l'état de Géorgie, sur Jekyll Island, pour mettre en place ce qui allait devenir la Banque centrale américaine et de faire passer de force à travers la ruse, en étudiant les plus grands détails, le Federal Reserve Act. Voilà, donc ils ont pu en fait initier et lancer ça, et ensuite ça s'est développé. Il y a eu la Banque d'Angleterre, il y a eu la Banque de France, il y a eu toutes les autres banques se sont par la suite développées. Et au cœur de tout ça, il y a le Fonds monétaire international. J'en parle aussi dans mon livre.
Donc tu vois que de toute façon, il y a eu cette volonté déjà depuis très longtemps de vouloir manipuler l'or des puissants. Mhm. Donc, Ouais, l'or était Oh. la mesure de la richesse. au passage, on en profite pour dire que cette vidéo n'est surtout pas une vidéo incitative à acheter de l'or, c'est plutôt le contraire. De toute façon, tout investissement comporte des risques et vous devriez en prendre compte. Tout à fait, bien joué. L'or étant l'étalon de la richesse, on cherchait soit à s'enrichir en trouvant plus d'or, soit en manipulant la valeur de cet or. Et il y a un nouveau acteur qui rentre dans justement la manipulation d'or, qui est George Clooney. le cas du Zimbabwe qui est arrivé cette semaine. Ils ont Mhm. décidé de lancer une crypto-monnaie adossée à l'or. Donc, ils vont se baser sur l'or, ce qui fait que ça va créer des valeurs artificielles et qui va déprécier en fait l'or, la véritable valeur de l'or, Mhm. en définitif. Oui. Donc, on va écouter cette petite vidéo de Africa 24. Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Cette devise pourrait être changée légalement contre les dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux de change. Le Zimbabwe est en train de faire aujourd'hui ce que le pays aurait dû faire il y a très longtemps. Et vaut mieux tard que jamais, mais le Zimbabwe aurait dû créer une monnaie assise sur son or, parce que le pays est producteur de l'or, et sur cette base-là aurait eu une quotité stable qui aurait évité toutes les inflations galopantes et rampantes que le pays a connues ces 20 dernières années. Le fait d'être un peu mis au banc des accusés sur le plan international a fragilisé la monnaie, a constamment fragilisé la monnaie zimbabwéenne et a rendu l'économie assez fragile face aux parités avec les autres monnaies. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or, Mosi ou Atunia, avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme monnaie d'échange. Une monnaie assise sur l'or, je pense que plusieurs pays africains devaient commencer à y réfléchir pour revenir à l'or comme étant les talons or comme on appelait au départ, et éviter de tomber dans le piège dans lequel nous a amené tout le monde entier, la réserve américaine, parce que la réserve américaine avait à un moment donné stocké de l'or, mais à un moment donné avait imprimé de la monnaie plus que l'or stocké et avait pris la décision de ne plus utiliser l'or comme monnaie de référence. Je pense qu'on devrait commencer à revenir là-dessus, on devrait assagir les économies et le Zimbabwe a pris un bon départ. Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste... Après, bon, le fait d'utiliser la crypto, je sais pas si c'est forcément judicieux parce qu'on est au début de cette techno. C'est encore un peu tôt d'utiliser la blockchain pour pouvoir garantir l'argent d'un pays. Surtout que bon, les dirigeants qui mettent en place sont pas forcément des experts. Mhm. L'idée de revenir à l'état en or, c'est pas con. C'est pour ne plus être aligné sur le système américain. Tout à fait, parce que on ne croit en la monnaie que à la valeur de ce que ses citoyens portent comme intérêt pour cette monnaie. Enfin, la croyance de la monnaie. Oui. La monnaie n'a que de valeur que dans la croyance de ce Celle qu'on lui accorde. qu'on lui accorde. Tout à fait. Mhm. Après, si on revient sur un système d'étalons or, ça permet de fragiliser justement les systèmes et les déviances qu'on a vus, notamment avec l'easy-money, qu'on appelle aussi argent hélicoptère. Mhm. Ça pourrait être un moyen d'arrêter justement la folie de certains de nos États occidentaux à ce niveau-là, quoi, qui font n'importe quoi. Ça mène à une inflation peut-être, mais une inflation beaucoup plus facile à régler, à prévoir. L'étalon or d'une monnaie, ça stabilise, sous certaines conditions, l'ensemble de l'économie du pays. Ça ne peut pas s'écrouler d'un coup.
Donc ensuite, on voit que à chaque conflit, ces récents conflits qu'on a traités d'ailleurs précédemment, je vois Gobelin qui dit voir des pays s'éloigner du système américain est plutôt une bonne chose. Ça dépend de l'organisation qu'on peut voir dans cet éloignement. Soit on lie ensemble de grands pays fortunés, à l'instar des BRICS, soit ici, la tentative du Zimbabwe, c'est d'agir de l'intérieur. Pas d'aller chercher un appui à l'extérieur de sa valeur en droit. Surtout dans ces pays-là, les taux de change, ils se font voler, mais c'est d'une puissance. Ouais. Surtout aussi ça, en fait, c'est pour essayer de contrer justement la volatilité, comme il disait, dedans la volatilité des taux, et les taux de change. Après, passer par la crypto-monnaie, je sais pas si forcément judicieux, mais peut-être revenir sur les talons or comme s'ils sont producteurs d'or, comme cet homme nous dit dans le témoignage. Pourquoi ils garantissent pas sur leur réel, leur monnaie? Pourquoi ils reprennent pas les talons or sur quelque chose de réel? Je pense que c'était ça à la base et que ça a tout de suite été récupéré par quelqu'un qui a vu l'occasion de... Oui, mais comme tu peux définir sur les talons or, tu définis la monnaie sur la valeur de l'or que tu as dans ton pays. Oui. C'est justement pour ne pas s'enfermer jusqu'au commerce extérieur. C'est ne pas entièrement se couper du monde, pas le Zimbabwe en tout cas. Il ne peut pas miser uniquement sur sa propre richesse. Mais il l'utilise déjà comme régulateur. C'est un moyen de regagner le contrôle de son pays et de pouvoir dynamiser l'économie. Moi, je pense qu'ils pourraient prendre l'or qu'ils ont déjà en stock dans leur pays pour le faire, en fait. Et l'introduire, justement, faire une méthode de calcul pour, justement, introduire l'or aux futures extractions. Il faut voir si les mines d'or du Zimbabwe sont propriété nationale ou sont propriété d'agences étrangères. Je pense par exemple aux Chinois. Oui, par exemple. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais bon, enfin, dans ce cas-là, en fait, ça n'a pas de sens. Si on parle de réserves d'or et qu'ils sont même plus propriétaires de leurs réserves d'or. Ça pourrait peut-être vouloir dire qu'il y aura une nationalisation bientôt de certaines mines d'or au Zimbabwe. C'est possible aussi. Ça serait à guetter, ça. Donc, on va regarder ce qu'a provoqué la guerre en Ukraine, justement, comme réaction émotionnelle. C'est gentil. Cher. C'est bon comme ça? Merci beaucoup. De rien, merci à vous en tous les cas, c'est gentil. Cher. Ça coûte combien celui-là? Elle doit coûter 1600 ou 1700 euros, je pense. Depuis un mois, on peut parler vraiment de ruée sur l'or. On a constaté un afflux de nouveaux clients qui viennent nous acheter de l'or sous forme de pièces ou de lingots avec des montants qui peuvent atteindre jusqu'à 1 million d'euros. On multiplie notre chiffre d'affaires par 5 en l'espace d'un mois. Donc là, j'ai fait un panel assez large de produits sous forme de lingots. Donc le premier, ça va être le lingot d'1 kilo que vous voyez ici. Vous avez le format du lingot de 500 grammes qui fait la moitié. Mais après, vous pouvez, c'est un panel assez large, hein. On peut avoir du lingot de 20 grammes, comme ceci, voire 1 gramme pour les commandes les plus modestes. En fait, il y a 20 ans, ça n'existait pas. À l'époque, vous achetiez soit le lingot d'1 kilo, soit le lingot de 500 grammes. Sauf que comme aujourd'hui, vous avez une demande mondiale de plus en plus forte, les fondeurs ont décidé maintenant de proposer des lingots de plus petite taille, de manière à les proposer à toute la clientèle. Leur idée, c'est pas de rentabiliser leur achat, leur idée, c'est de protéger leur épargne et sortir leur épargne des banques. Et le seul moyen aujourd'hui, si vous souhaitez protéger votre épargne, ça sera plutôt de se positionner sur de l'or physique. Moi, j'ai des vieux bijoux à vendre et j'ai quelques petites pièces, donc Je pense que c'est un mauvais conseil, ce qu'il dit. Mais c'est son business. C'est son business. D'où cette orientation du fait que c'est une valeur refuge sûre. Parce qu'il te dit d'acheter du coup de l'or physique. Mais si leur papier se casse la gueule, leur physique aussi, la valeur de leur physique aussi par ricochet. Oui. Parce que donc en fait, oui, comme tu dis, il fait son business quoi. Mais c'est un mauvais conseil. C'est de la fausse pub en fait. C'est pas un reportage. J'étais en train de regarder les vitrines si je les reconnaissais parce que
Je n'y connais rien. Les nouvelles qui sont pas très bonnes, bon, l'Ukraine sûrement, mais je pense que c'est plutôt un problème, oui, européen. On va être dans une situation un peu délicate. On avait déjà connu des situations similaires pendant le premier confinement en 2020. Alors, ce graphique est assez intéressant. Parce qu'il y a des choses aussi, tu vois, il n'y a pas eu que des guerres physiques, il y a eu aussi des chocs financiers. Oui. On peut voir que, tu vois, début du siècle, à 2002-2005, on est resté sur quelque chose de stable. Et puis on arrive en 2008. Et là, crise immobilière des subprimes. Ouais. Premier choc. Après, finalement, tu vois, la peur, il y a eu un moment de peur parce que ça commençait, on commençait à sentir une forme d'inflation. Puis, il y a eu Draghi qui est arrivé et qui a commencé à faire l'easy money. Donc, la monnaie, la vie, on va dire en Europe, a commencé un peu plus à se stabiliser. On ressent une baisse. Puis ça revient sur une base normale. Et là, pouf, on arrive en 2019, le Covid. On voit un léger petit rebond ici sur la guerre en Ukraine. Et là, avec l'inflation, l'électricité, les gens commencent à avoir peur. Donc en fait, il y a aussi une réaction, pas que au niveau des guerres, il y a aussi une réaction au niveau sociologique sur les chocs financiers. Pas que au niveau des guerres. Regarde d'ailleurs, 2001, Oui. là où les États-Unis entrent en guerre après les attentats du 11 septembre 2001, Oui. c'est stable. Jusqu'à 2005, c'est très stable. Là où on dirait ils font la guerre, ils ont l'air de faire la guerre en grand, ça devrait entraîner un climat d'investissement sur l'or. Non, c'est plutôt stable jusqu'à 2005. Où là, on a eu énormément de nouveaux clients qui sont venus, qui sont précipités chez nous pour nous acheter de l'or. Et cette même période aussi, on l'a connue après la crise des subprimes. À chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation, Que je te dis, tu vois. avec une crise géopolitique comme une guerre, automatiquement, vous allez avoir des personnes qui détiennent de la trésorerie, de l'argent, qui vont vouloir le protéger. Alors, Voyons dans les commentaires. alors, réaction normale, on peut dire, pour Gobelin, s'il y a une dévaluation de la monnaie, eh bien, il faut investir dans une monnaie plus solide. Mais en fait, il n'y a pas de monnaie plus solide, justement. C'est censé être l'actif le plus En fait, le plus stable. en fait, voilà, c'est l'actif vers lequel tu penses que les gens pensent qu'il a le plus confiance, qu'il faut investir. Je pense que c'est une montagne qu'on peut pas déplacer. Voilà. C'est ça qui fait la valeur d'une monnaie forte. Mais sinon, c'est l'argent, une monnaie, en fait, n'a aucune force, elle n'est pas corrélée sur le PIB, elle n'est que basée sur la confiance des gens, ce qu'ils en ont. Oui. Et de son utilisation. Elle est littéralement insensible au changement. Au change. Au changement, d'accord. C'est une méthode pour se rassurer, c'est comme la carabine de papy sur la cheminée qui donne l'illusion de sécurité. Tout à fait. Si t'as pas la poudre et les balles, elle fait l'effet que d'une illusion de sécurité. Oui. De mort. Pas faux pour la carabine, symbole cher Gobelin. Donc maintenant, on va voir aussi que, pour faire un ricochet sur ce qui s'est passé justement sur le conflit israélo-palestinien dernièrement, enfin sur les attaques du Hamas, on va pas refaire, on vient de terminer le sujet, ou sinon, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait là-dessus, précédemment sur dans la YouTube VOD. d'ici quelques jours. Enfin, elle est déjà sûrement sur YouTube quand vous verrez ça en rediffusion sur YouTube. Tout à fait. Donc on va regarder cette réaction. Le cours de l'or qui repart à la hausse à cause des événements dramatiques de ce week-end au Proche-Orient, et ce après avoir chuté de manière impressionnante. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Ça secoue pas mal en ce moment dans le monde, il en va de même pour le cours de l'or, que ce soit en euros ou en dollars, le cours a pris une belle claque baissière ces 10 derniers jours. Tout d'abord, en euros, le prix de l'once a perdu près de 85 €, passant de 1810 à 1725 € l'once entre le 25 septembre et le 5 octobre. Pas mieux pour le cours de l'once en dollars, qui affiche une baisse de près de 110 $ sur la même période.
Un cours qui, il y a quelques jours, affichait donc au plus bas depuis mars dernier, juste avant les tensions liées à la faillite de la banque américaine SVB. Les Échos expliquent que ce décrochage fait suite aux propos déterminés face à l'inflation du président de la Fed, Jérôme Powell, qui a prévenu les marchés que les taux directeurs pourraient être encore relevés et resteraient élevés encore longtemps, quoi qu'il arrive. La hausse des taux et le renforcement du dollar entraînant mécaniquement une baisse du cours de l'or. Sauf que ce week-end s'est déroulé ce que dans une tribune pour le JDD, Régis Le Sommier appelle la surprise d'octobre. Samedi, aux alentours de 6h du matin, la branche armée du Hamas, les brigades Izz-al-Din al-Qassam, lancent l'opération Déluge d'Al-Aqsa, en référence aux tensions continuelles entre policiers israéliens et fidèles musulmans sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ils tirent d'abord 5000 roquettes sur l'État d'Israël. Conjointement, des commandos armés s'infiltrent à moto, en pick-up et même à bord d'un ULM. Ils fondent vers le sud d'Israël, saisissent le poste frontière d'Erez, au nord de la bande de Gaza, puis investissent les faubourgs d'Ashkelon et de Sderot, prenant une 50aine d'otages, tuant des civils au hasard et parvenant même à prendre le contrôle d'une base de l'armée. Je l'ai dit. Bon, allez. Ils sont pour le progrès, le Hamas. Regarde, il y a un drapeau LGBT sur le parapente. Finalement, bon, je vais arrêter. J'arrête cette blague. Parce qu'il y en a plein qu'on pourrait faire en plus avec le concert et la participation. Mais retournons sur l'or. Armée. À peine l'attaque du Hamas connue, le cours de l'or est reparti brusquement à la hausse. Analyse le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor. Ce week-end, l'or a fait honneur à son statut de valeur refuge et a réagi en tant qu'actif de protection pendant les crises. En général, au déclenchement d'un événement, Covid, guerre en Ukraine ou faillite bancaire, il commence par baisser. L'or est vendu par les traders qui tentent de récupérer quelques subsides avant que toute leur marge parte dans le torrent baissier. Mais là, ce week-end, il n'y a pas eu de chute parce que l'or avait déjà beaucoup baissé ces derniers jours. Certains opportunistes ont donc profité de ces soldes, entre guillemets, au déclenchement de l'attaque. Hier, lundi donc, le cours était remonté à 1754 € l'once avant de se stabiliser. À noter qu'en parallèle du cours de l'or, les cours du pétrole se sont également envolés lundi, le marché redoutant une escalade de la situation géopolitique et des perturbations de l'approvisionnement venant d'Iran et transitant vers ce pays. La question qui se pose désormais du côté du blog L'Or et l'Argent est: est-ce que l'or va continuer à grimper? Alors déjà, si on met de côté le signe noir de ce week-end, hasard du calendrier, mais hier, le blog L'Or et l'Argent publiait un article signé Nicolas Perrin qui se penchait sur l'hypothèse de Dietmar Knoll, banquier d'affaires à l'origine du modèle Synchronous Bull Market Indicator, et qui envisage un cours de l'or à 6350 $ en 2030. Cette hypothèse est-elle crédible? Je vous invite à aller lire ce papier très technique. Et puisqu'on parle de technique, pour ceux qui souhaitent s'informer de manière plus fine et plus précise sur l'évolution du cours de l'or et de ses zones d'accumulation rationnelle, selon nous, c'est Trado qui en parle le mieux. N'hésitez pas à aller suivre ces vidéos quasi quotidiennes. D'un point de vue géopolitique, si l'on assiste à une intensification, à une escalade du conflit au Proche-Orient, comme ces dernières heures semblent le confirmer, avec notamment l'annonce par l'État hébreu hier lundi d'un siège complet de la bande de Gaza, Zone Bourse nous dit que ce contexte de guerre pourrait renforcer l'attrait de l'or et des valeurs refuges. Beaucoup de questions vont ensuite s'ouvrir sur les dégâts que cette situation est en train de causer. Bien entendu, avant tout en termes de pertes humaines, avec la question de jusqu'où l'escalade va-t-elle se poursuivre et jusqu'où va-t-on aller dans l'horreur humaine. Ensuite vient la très sensible question des relations diplomatiques. 2 pays néo-BRICS, ou en tout cas qui vont intégrer officiellement les BRICS au mois de janvier prochain, sont plus ou moins directement liés aux événements en cours, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Dans les médias occidentaux, des voix... C'est la Russie, il oublie, dans notre milieu. Il omet. Il omet, ouais. Voilà. Élève et pointe du doigt le rôle qu'aurait pu jouer l'Iran dans l'attaque du Hamas. Surgit également l'épineuse question de l'Arabie Saoudite, partenaire traditionnel de l'autorité palestinienne, et qui avait dernièrement réchauffé ses relations diplomatiques avec Israël, notamment grâce à la Chine. Quelle posture vont adopter les Saoudiens? Vont-ils rompre leurs négociations avec Israël ou vice-versa? On voit que ces tensions viennent cristalliser une fois de plus une situation extrêmement périlleuse entre les 2 grands blocs qui mènent l'ordre mondial, puisqu'Israël est politiquement soutenu par les États-Unis et l'Europe, tandis que l'Iran et l'Arabie Saoudite, 2 pays des BRICS,
soutiennent historiquement la cause palestinienne. Quid de l'Inde, pays majeur des BRICS également, et qui a pris position en faveur d'Israël après ce week-end. Beaucoup d'interrogations et d'événements à suivre encore, comme on peut le constater. Ainsi va ce triste monde. En attendant, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'Hebdor et à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse. Oui, l'Inde a aussi s'était déjà approché des États-Unis ces dernières années. Macron en est son porte-flingue, puisque c'est Macron qui tient les relations avec l'Inde. Donc c'est pour ça que l'Inde était plus pro-Israël que pro-Palestine. Ici, on va voir que les banques centrales continuent d'accumuler de l'or au détriment du dollar. Cette situation est évidemment favorable à l'or qui, contrairement au marché de l'économie US, est le véritable actif résilient. C'est le marché qui a décidé que c'est pas l'or c'est pas le dollar qu'il fallait stocker, mais l'or. Du moins, c'est comme ça que c'est présenté. On va regarder. Alors, cette vidéo qui est très intéressante, qui va expliquer. Moi, je sens le piège puant sur l'or. On va continuer à faire grimper artificiellement la valeur de l'or, parce que dans la tête des gens, c'est ancré que c'est une valeur refuge. Donc c'est une croyance. Croyance très répandue et très ancrée. Et qu'est-ce qui est bien aussi avec les croyances, c'est que c'est le point faible des gens. Oui, ça s'exploite. Ça s'exploite. Le problème, c'est que moi, je pense qu'ils vont la faire gonfler artificiellement. L'immobilier se casse la gueule. Il faut une nouvelle bulle spéculative. Et spéculer sur l'or, peu de gens diront que c'est une spéculation à perte. Ça a l'air trop sûr comme marché pour dire... Ouais, on disait ça de l'immobilier aussi avant. Oui, je sais. Avec exactement la même idée qu'il faut investir dans la pierre quand le sang coule dans les rues. Alors, possible pour là. Mais dans quel but? Gobelin pose des questions. C'est tout simple. Si on fait monter artificiellement l'or, l'actif vaut plus cher artificiellement. Quand il est au plus haut et que tu décides de le faire tomber, les États, les banques centrales décident de vendre tous massivement. Et forcément, tous ceux qui ont de l'or vont perdre un pourcentage qui sera conséquent, puisque ce sera un gros trou dans la raquette. Oui, on investit énormément dans l'or, c'est pour ça que quand on perd dans cette Et les gens vont commencer à avoir peur et vont vendre les actifs, ce qui va créer un effet boule de neige et redonner la vraie valeur de l'or. Donc, ce qui fait que la valeur papier, enfin la valeur de l'or papier et physique. Donc, d'abord, c'est la valeur papier qui va être touchée et l'or physique qui va être touché également. Pourquoi faire grossir l'or pour ensuite faire éclater la bulle? Les bulles spéculatives fonctionnent comme ça. Tu as une grande bande d'hypocrites qui dit non, ça a de la valeur, ça a de la valeur. La bulle grossit parce que des tas de gens essaient de grappiller leur part du gâteau. Et à un moment donné, le mensonge prend fin. Et ceux qui sont retirés à temps sont les gagnants. Sont les gagnants. Et ceux qui espéraient avoir une part du gâteau, mais ont trop tard compris que c'était juste de la poudre aux yeux, sont les plus grands perdants à ce moment-là. C'est quand même la même chose pour l'immobilier, pour l'or, pour toute forme de spéculation, c'est comme ça qu'elle marche. Alors on va regarder, et c'est très intéressant, ça va répondre à ta question justement, Gobelin. Il va vraiment t'expliquer dans cette vidéo tous les mécanismes. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la manipulation des cours de l'or et de l'argent. La première question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi ferait-il cela? Eh bien pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, une progression trop importante des prix de l'or et de l'argent signifierait une perte de confiance dans la monnaie fiduciaire. Et ça, c'est le cauchemar de tous les gouvernements. Les banques centrales et les pays en faillite feront tout pour maintenir l'illusion que la monnaie fiduciaire est une richesse réelle. Les opérations de manipulation des cours visent un objectif principal, celui de protéger la valeur du dollar. Si les prix des métaux précieux augmentent rapidement, cela va attirer l'attention des investisseurs. En maintenant les prix bas, très peu de personnes s'intéressent à l'or et l'argent. Il est donc très important pour ces acteurs influents de faire en sorte que les véritables réserves de richesse, à savoir l'or et l'argent,
et beaucoup moins de valeur que ce que le marché naturel aurait autrement dicté. Nous allons voir que la loi de l'offre et de la demande n'est pas la seule à régir le marché. Nous allons parler de l'or et de l'argent papier. C'est quoi l'or et l'argent papier? Le COMEX est une place de marché où sont négociés des contrats papier représentant des actifs réels, dont l'or et l'argent. C'est le plus important marché de métaux précieux. Un contrat pour acheter par exemple de l'aluminium à un prix fixe peut être négocié sur le COMEX, afin de garantir un prix fixe contre les fluctuations des prix du marché. C'est donc contractuel. Lorsqu'un tel contrat approche de sa date d'expiration, le titulaire du contrat peut soit prendre livraison de la marchandise prévue par le contrat, soit prolonger ce contrat pour une plus longue période, retardant ainsi la livraison effective. Ça a l'air simple, non? Cette simplicité devient plus complexe lorsque ce même échange permet à ces simples contrats d'être négociés avec un effet de levier allant de 100 pour 1 jusqu'à 300 pour 1. Il y a donc beaucoup plus de contrats que d'actifs réels. Pour l'argent, c'est le maximum, 1 pour 300. Il y a donc 300 fois plus de contrats papier-argent que le métal physique. En résumé, le COMEX n'est pas un simple lieu d'achat et de vente de contrats papier, mais plutôt un lieu de manipulation par effet de levier de ces contrats, et donc du prix des actifs qu'ils représentent. Les principaux manipulateurs du marché se servent des produits papier pour rendre l'or et l'argent moins attrayants. Si le prix de l'or et de l'argent était fixé en fonction des véritables forces de l'offre et de la demande, l'ensemble du système papier des monnaies fiduciaires et des marchés mondiaux s'écroulerait comme un château de cartes. Voyons comment les grands acteurs, plutôt que l'offre et la demande, déterminent artificiellement et légalement les prix de l'or et de l'argent. Cela peut paraître fou, mais des milliers de contrats à terme sur l'or et l'argent se négocient à la hausse. Cela signifie que ce sont des positions acheteuses. Cela devrait faire monter leur prix, n'est-ce pas? Pourtant, il suffit que 4 à 8 des plus grands négociants sur le marché à terme se mettent perpétuellement à parier sur la baisse ces autres contrats afin de maintenir leur prix au plus bas. Ces ventes à découvert en faisant baisser les prix déclenchent des ordres de vente qui automatiquement amènent les individus à vendre leurs actifs une fois que leur limite de perte est atteinte, les fameux stop-loss. Cela va donc accentuer encore plus la baisse des prix. Mais comment peuvent-ils autant influencer le marché? Pour comprendre, regardons ce graphique. Il représente le nombre de ventes à découvert en jours de production pour chaque actif. Si l'on prend rien que l'exemple d'une journée, l'équivalent de presque 180 jours de production d'argent est vendu à découvert par 8 baleines. Cette méthode consiste à vendre un titre que l'on ne détient pas, mais dont on suppose qu'il va baisser, afin de réaliser une plus-value. Au passage, on peut remarquer que l'argent est l'actif le plus vendu à découvert. Ce que nous voyons sur les marchés à terme du COMEX, ce sont 8 acteurs qui parient contre le reste du monde afin de contrôler les prix des métaux précieux. Malheureusement, ces entités détiennent plus de 50% de l'ensemble du marché à terme, et en ayant des positions aussi baissières, elles parviennent à contrôler le prix papier des métaux précieux. Sans quoi, les prix de l'or et de l'argent monteraient littéralement en flèche. Comprenez-vous maintenant à quel point ces grands acteurs sont terrifiés à l'idée d'une hausse de l'or et de l'argent? La hausse de l'or et de l'argent serait la confirmation ultime et absolue de l'échec autrement flagrant de l'impression monétaire illimitée. À noter que la CFTC, l'organisme supposé réguler les produits dérivés, autorise des prises de position vendeuses énormes qui viennent perturber le mécanisme de détermination libre des prix. La manipulation de l'or et de l'argent ne pourrait avoir lieu si la CFTC régulait correctement les produits dérivés. Combien de temps cette manipulation peut encore durer? Elle peut durer aussi longtemps que les investisseurs achèteront de l'or et de l'argent papier au lieu du métal physique. Les métaux précieux physiques ne peuvent pas être imprimés, mais les contrats papier peuvent l'être à l'infini. Les investisseurs qui achètent de l'or et de l'argent papier en espérant que leur prix augmente, investissent en réalité contre leurs propres intérêts. Si des baleines se sont entendues sur des milliards et des milliards de dollars de contrats découverts sur le COMEX, pendant combien de temps peuvent-ils continuer leur manège? Leur méthode est de maintenir les contrats à découvert sur ces métaux précieux en perpétuel renouvellement, plutôt que de les voir expirer, car s'ils venaient à l'être, une livraison physique réelle des métaux sous-jacents serait légalement requise. Ces livraisons physiques mettraient immédiatement un terme à l'escroquerie des baleines
et ferait disparaître le COMEX lui-même. Il ne serait pas en mesure de garantir la livraison pour la simple raison qu'il ne possède pas suffisamment d'or et d'argent pour honorer leur contrat à effet de levier. Ces acteurs de marché ne survivraient pas sans cette manipulation et un renouvellement perpétuel des contrats. S'ils ne pouvaient pas assurer la livraison des métaux, et ils ne le peuvent pas, les baleines seraient obligées de couvrir leur propre position vendeuse sur le COMEX et de racheter dans l'urgence leur position une fois que les prix de l'or et de l'argent auraient grimpé au-delà de leur contrôle. Cette vente à découvert ferait décoller les prix des métaux précieux. Il existe malheureusement d'autres méthodes de manipulation. Certaines sont plus médiatisées que d'autres. Par exemple, le cas JP Morgan. La banque JP Morgan est la plus grande investisseuse en argent physique. Elle détient 675 millions d'onces, soit 21 000 tonnes d'argent. JP Morgan a été condamné à de nombreuses reprises pour avoir manipulé les cours des métaux précieux. Ils ont payé des amendes records. Vous pensez que cela va les arrêter ? Je pense que non, car cela leur apporte trop d'argent. Les amendes ne sont pas dissuasives malgré les montants élevés. Comment ils s'y prennent ? Avec le spoofing, ou en français, l'usurpation d'identité. Le spoofing est une pratique illégale de trading à haute fréquence, qui consiste à émettre une grande quantité d'ordres, puis à les retirer avant exécution, afin de manipuler le marché à son avantage. Cette méthode se décompose en 5 étapes, dont l'exécution se fait de façon extrêmement rapide. Il place d'abord une large quantité d'ordres à l'achat ou à la vente, qui sont aussitôt transmis sur le carnet d'ordres. Les robots de trading mis en place par la concurrence repèrent directement ces ordres et ils réagissent automatiquement en suivant la tendance faussement annoncée par le spoofer. Le spoofer retire alors l'intégralité de ces ordres avant que ces derniers ne puissent être exécutés sur le marché concerné. Les ordres émis par l'ensemble des robots de trading de la concurrence sont quant à eux bien exécutés et influencent lourdement la tendance dans le sens initialement prévu par le spoofer. Le spoofer profite de ce puissant mouvement de tendance qu'il a lui-même engendré pour finalement se positionner à contre-tendance, à l'achat si l'ordre initial était à la vente et inversement, et ainsi générer un large profit au détriment de la concurrence. Conclusion. Les investisseurs ne devraient pas être préoccupés par la baisse temporaire de l'or et de l'argent. Les fondamentaux sont là. Avec le déficit budgétaire et l'impression monétaire qui s'accélère, cela se reflètera dans des cours de l'or et de l'argent beaucoup plus élevés. De plus, cette baisse n'a rien à voir avec le marché physique, car il y a toujours une énorme demande d'or et d'argent. La Chine et la Russie, comme d'autres pays émergents, et quelques investisseurs avisés, savent parfaitement que la manipulation représente une opportunité exceptionnelle d'acquérir du physique à un cours artificiellement bas. Et vous ? Achetez-vous de l'or et de l'argent papier ou que du physique ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt. Donc, moi, sur la fin, je suis pas tout à fait d'accord sur, il suffit juste d'un retournement de veste pour empocher les caisses. C'est un retournement de veste dans le sens qu'il faut. Dans le sens, la bulle. Dans le sens où vraiment l'économie elle est au bord de vraiment exploser et c'est opération sauvetage de dernier secours, tu vois. Non, situation de catastrophe, grande catastrophe, l'or n'a pas de valeur. Voilà. Vous pouvez être enfermé dans votre bunker avec vos lingots d'or, vous n'allez pas les manger, vous n'allez pas vous chauffer avec, vous pouvez jouer au Monopoly. C'est ça. En fait, on peut créer la valeur sur la croyance, sur le moment. Si tu es dans une famine, tu peux avoir des lingots d'or, mais je pense que si tu as une saucisse avec toi, elle a plus de valeur que ton lingot d'or. Tout comme tu es dans une zone proche de radiation, tes cachets iodés auront plus de valeur qu'un lingot d'or. Oui. Valeur refuge dans le sens que on pense que ça maintiendra votre richesse uniquement si la catastrophe est quand même mesurée dans le temps, si elle n'est pas trop grande. Que le système économique qui fonctionne tel qu'il est maintenant survivra à la catastrophe que vous voyez venir. Ce qu'on dit, c'est que effectivement, il y a des gens qui peuvent encore faire des bénéfices avec l'or, mais combien de temps ça va durer ? On l'a vu déjà sur la vidéo avec la boutique où il montrait les courbes de l'or, c'est souvent des investissements éclairs, parce qu'une forte hausse est très vite suivie d'une forte baisse. C'est normal, mais ça c'est ce qu'on appelle la correction. Oui. Donc juste investissement éclair. Fallait acheter vendredi pour revendre lundi. T'as le droit de le dire, c'est passé.
Enfin, en tout cas, voilà pour ce sujet sur l'or. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que Gobelin, par exemple, ça a répondu à ta question? Et d'hommes morts, Comex, pyramide de Ponzi, exactement. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, la pyramide de Ponzi, c'était le modèle d'arnaque par surinvestissement, où la pyramide d'investissement gonflait au fur et à mesure que des gens arrivaient, et les personnes qui s'enrichissaient, c'était celles qui réussissaient à quitter la pyramide avant qu'on découvre qu'en fait que c'est que du vent et qu'elle s'écroule d'elle-même. D'après Yvan, cours des pastilles d'iode, cours de la saucisse. Ça dépendra. La saucisse monte sur les marchés. Absolument, c'est un peu plus clair. Alors on fait aussi un petit peu la pub de la chaîne French Silver, qui est franchement une belle analyse. On n'est pas obligé d'être d'accord avec l'ensemble des conclusions, mais oui, après, je pense qu'il reste malgré tout enthousiaste, mais le mécanisme est très intéressant. Enfin, le mécanisme est vrai, en fait. Il explique vraiment bien, en fait. Mais c'est un petit peu comme pour le gars de la boutique. S'il investit dans l'or, c'est dans son intérêt de dire qu'il faut investir dans l'or. Oui. C'est le principe de Ponzi. Quand vous êtes dans la pyramide, il faut dire oui, tu dois investir dans la pyramide parce que elle est super. Tu vas te faire plein d'argent. Et vous dites par contre pas quand vous la quittez.